Bonjour Tanguy, est-ce que tu pourrais te présenter, Sean? Bonjour Frédéric, et Tanguy Vincent, je suis en charge de l'innovation et des usages digitaux à la relation client du groupe AG2L Mondial. Alors, est-ce que tu pourrais donner les clés pour réussir un bon chatbot Callbot? Alors les clés pour réussir un bon chatbot et callbot, elles sont diverses. On va en prendre 4 par exemple. La première, c'est de trouver son bon cas d'usage sur lequel on va travailler et surtout un cas d'usage métier qui soit adapté à l'automatisation par une solution conversationnelle. La deuxième chose, c'est qu'on va créer sa base de connaissances, faire une première version et très rapidement mettre en œuvre pour rencontrer son public, rencontrer les usages et pouvoir s'améliorer en fonction des usages réels de nos clients. Et donc ça amène à la troisième clé de la réussite, surtout ne pas l'abandonner, son callbot, le suivre et l'améliorer en continu, même si c'est une solution automatique, c'est une solution qui doit se superviser en continu et s'améliorer en permanence. Alors justement, comment on fait pour faire cette supervision au quotidien? Est-ce qu'on a un comité, en particulier dans les grandes entreprises? Parfois, il y a les métiers et en même temps, il y a les opérationnels, un petit peu comme vous, qui sont les bot trainers. Comment on fait pour faire en sorte que ce bot évolue et qu'il n'y ait pas ce goulot d'étranglement pour faire évoluer les textes et les réponses des bots? C'est vrai que c'est un challenge qui est important parce que c'est une nouvelle technologie, un nouvel usage qui est à la frontière de plusieurs compétences. Je pense qu'il est important de le mettre comme prioritaire pour quelques personnes qui en assurent le suivi. Quelles sont les compétences qu'il faut pour être un bon bot master? Je pense qu'il en faut 3 plus 1. Les 3 compétences, la première, c'est une compétence d'ordre technique. Si on ne développe pas la solution d'un point de vue technique, il faut en tout cas comprendre au minimum comment fonctionne l'algorithme pour bien l'administrer. La deuxième, c'est une compétence de design conversationnel, cette compétence spécifique, comment construire ma conversation pour qu'elle soit naturelle et fluide. Il y a même une conversation. On doit arriver à se faire comprendre un cerveau humain. Il y a un cerveau artificiel et il y a en fait une dimension psychologique, de façon à entraîner le client, lui donner envie de continuer et qu'il se sente compris. Une fois qu'on a tout ça, on peut mener une conversation où on ne sait pas quoi dire. Et c'est 3 plus 1 compétence. La 4e compétence, c'est une compétence métier pour savoir qu'est-ce que je dis. D'accord. Alors justement, quand on crée un design conversationnel, il y a des petits trucs et astuces qu'on doit mettre en place. Par exemple, pour un callbot, il faut mettre des bips pour indiquer à la personne quand il doit parler, quand le bot a fini de parler. Est-ce que tu as 3-4 astuces comme ça à partager, Sean? Et c'est vrai que quand on est sur du conversationnel au vocal, ou au téléphone par exemple, la dynamique est clé. Donc ce qui est clé, c'est qu'il faut que la personne sache quand est-ce qu'elle doit parler de manière naturelle et ce que l'on attend d'elle. Donc quand est-ce qu'elle doit parler? Bien, effectivement, il y a des techniques, on peut décider d'être un peu plus robotique, mettre un bip, d'être explicite. C'est à vous. Ou faire des phrases très courtes pour essayer d'un point de vue naturel, la personne sache que c'est à elle de parler. Donc, 1, je dois parler. 2, oui, mais qu'est-ce que l'on attend de moi? Alors, ça, il faut que ça soit fluide dans la conversation. Une technique, c'est souvent de citer un exemple. Dites par exemple, comment suivre un remboursement. Dites par exemple, cela. Ça permettra deux choses. Ça permet, 1, à la personne de savoir ce que l'on attend. Et 2, ça vous donne une petite seconde en plus qui va permettre à la personne de réfléchir. Et donc, dans la dynamique, quand on va donner la parole au client, il va directement répondre plutôt que dire « oui, en fait, je cherche ». Parce que quand on commence comme ça va être très compliqué d'automatiser la conversation. Alors, il y a aussi des optimisations techniques à faire. On parlait du speech to text. Et c'est vrai que pour toi, pour un callbot, il est essentiel de lui apprendre la grammaire des métiers. Absolument. Je vais vous donner un retour d'expérience. On parlait d'une grande invalidité. Et le callbot, le client dit « ma rente a baissé ». Et le callbot a retranscrit, et on avait même testé sur notre téléphone après, notre téléphone Android faisait la même chose. Donc, il voulait dire « ma rente que l'on me paye a baissé, elle a diminué ». Ça a été retranscrit en « marrante », M-A-2-Z-A-N-T-E, l'adjectif c'est marrant, et les 3 lettres A, B, C. Si la retranscription est mauvaise, on ne peut plus derrière faire une adaptation de compréhension du langage naturel qui sera bonne. Donc là, la brique de speech to text dans le vocal, c'est la première et récline. Alors justement là, on va finir par la gestion d'un projet. Tu nous as dit qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage et c'est pour ça que c'était important de se lancer avec des petits projets en interne. Comment on fait justement pour mettre en place un projet, soit de chatbot, soit de callbot? Combien de temps ça dure? Quelles sont les principales étapes? Alors on va dire, essayons d'être rapide et d'être en mode agile.
Donc on peut se dire, on se donne 3 mois, une fois qu'on a identifié son cas métier, on se donne 3 mois, le temps de faire ses premiers scénarios et de construire un début de base de connaissances, parce qu'on ne peut pas démarrer avec rien du tout, on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression, il ne faut pas générer un rejet. Donc il faut faire un premier début qu'on estime être acceptable. On se fixe 3-4 mois. Après, je propose de faire la même période, qui va être une période de suivi intensif, quitte à mettre le bot en place 2 heures, d'analyser 100% des conversations, de mettre en place toutes les améliorations et de continuer ainsi. On se redonne 4 mois. Donc ça nous donne à 6-8 mois. Et après 6-8 mois, on peut dire que notre bot, il va commencer à grandir et à vivre entre guillemets par lui-même, parce que là, le suivi en continu reste important. Et le suivi en continu, c'est, ça veut dire passer au moins une journée par semaine. Ça dépend du volume de conversation et de la criticité. Dans quelle mesure est-ce que l'on accepte que le bot dise « je ne te prends pas ». Alors, est-ce que c'est aussi bien valable pour un chatbot et un callbot ou il y a un des deux qui prend plus de temps que l'autre? Alors, un callbot, il va retranscrire par écrit puis après faire un chatbot. Donc un callbot, ça va peut-être n'appliquer plus. Mais c'est plus difficile à suivre avec un chatbot parce qu'il y a une complexité dynamique qu'il n'y a pas, il y a un risque de retranscription qui peut être pas bon et parce que c'est plus facile de lire sans conversation que d'en écouter sans. Donc la complexité de suivi d'un chatbot est un peu plus importante que celle d'un chatbot. D'accord, alors pour finir, on va peut-être parler du cousin des bots, c'est le SVI visuel. Là aussi, vous avez une expérimentation chez AG2R La Mondiale. Est-ce que tu peux revenir un petit peu quelle est la différence et quand est-ce qu'on met un callbot, quand est-ce qu'on met un SVI visuel? Parce que parfois, c'est un petit peu les mêmes usages. Ce sont effectivement des usages qui peuvent être semblables ou proches les uns des autres. L'idée du SVI visuel, c'est celle de digitaliser les appels. Je m'appuie sur le fait qu'un client a l'habitude de m'appeler, il m'appelle et je vais l'inviter à continuer le traitement de sa demande sur une interface digitale. Comment? En lui envoyant un SMS dans lequel il y a un lien et le lien va pointer sur une interface digitale construite sur mesure pour que le parcours soit simple par rapport à sa demande spécifique. Comment est-ce que ça peut être utile dans les deux cas? Ça peut être utile lorsque l'on se dit qu'il y a certains sujets pour lesquels le visuel et le digital va être plus adapté que le vocal parce que ça sera plus complexe sur du vocal. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi un choix stratégique de dire, moi je fais tout sur du vocal qui est très accessible, alors que les SVI visuels nécessitent un SMS et des gens qui vont sur une interface digitale avec une maturité digitale un petit peu plus importante. On peut aussi panacher les deux. Je dirais que ce sont deux solutions parfaitement complémentaires. D'accord, alors si on veut en savoir plus sur toi et ton activité de podcasteur, comment on fait? Alors effectivement, j'ai démarré un podcast de Point Bot, le podcast des solutions conversationnelles. C'est une version hebdomadaire, chaque mercredi, ça dure 2-3 minutes environ. Et on échange autour des solutions conversationnelles, on n'est pas trop technique. On va plutôt parler métier, cas d'usage, trucs et astuces si on a envie de démarrer, comment démarrer, quelles sont les bonnes questions à se poser. Pour le trouver, le plus simple c'est de taper Point Bot, P-O-I-N-T-B-O-T, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Google, sur Spotify, sur iTunes, etc. Merci Tanguy. Avec plaisir Frédéric, à bientôt.